bonjour à tous, merci d'être présents pour ce nouveau débat sur l'État, une métaplateforme numérique pour tous. Derrière cette question, l'enjeu c'est de définir le concept d'État-plateforme. Finalement, il est central dans le processus de modernisation de l'action publique. L'idée derrière, c'est de s'inspirer du modèle d'organisation en plateforme des géants du web pour construire les services publics de demain. Cette nouvelle forme de gouvernance, elle doit permettre d'innover grâce à plus de collaboration et plus de transparence. Laura Letourneau, vous êtes auteure d'un livre sur le sujet. Est-ce que vous pourriez nous définir plus précisément ce qu'on entend derrière le terme d'État-plateforme? Quel est son intérêt? Et finalement, pourquoi est-ce qu'on devrait s'inspirer de ce modèle d'organisation issu des géants du web pour réformer l'État et imaginer l'État de demain? La plateforme, c'est effectivement, pour nous, et Clément Berthollet et moi, qui avons développé le concept il y a quelques années maintenant, la réponse, le sursaut nécessaire d'un État menacé d'obsolescence et d'un État en passe de se ubériser. Par qui, en l'occurrence? Par les GAFAM, les exemples qu'on prenait avec Clément quand le travail, c'était Apple HealthKit, dans des domaines plus régaliens que la santé, par exemple dans l'identité Facebook Connect, qui était utilisé par des entités pour payer leurs impôts, le Safety Check de Facebook, qui est utilisé pour se déclarer en sécurité suite à un attentat notamment, et qui a bien des écarts et bien plus efficace qu'un numéro vert gouvernemental. Et puis aujourd'hui, c'est vrai qu'on regarde ça avec plus de recul et on pense évidemment à la monnaie avec Libra de Facebook, au débat autour de Stop Covid et de la puissance des OS d'Apple et Google, etc. Donc l'ubérisation, c'est une menace, mais c'est aussi du coup une formidable opportunité d'électrochoc, de mise en mouvement d'un État qui a tant de mal à se moderniser, si on arrive à l'orienter dans un cadre de valeurs qui est le nôtre, avec des valeurs éthiques, citoyennes, humanistes. Le modèle de l'État-plateforme, ou plutôt de l'État-méta-plateforme, si on veut vraiment s'inspirer du modèle des GAFAM, de Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, il est très puissant. Le meilleur exemple pour le comprendre, c'est celui d'Uber. Quand on zoome sur le modèle d'Uber, on se rend compte qu'en réalité, les chauffeurs Uber utilisent Waze et Google Maps pour la géolocalisation. On se connecte à Uber via Facebook Connect. Les données sont gérées par Amazon Web Services et on se connecte à Uber, on va sur Uber par le store d'Apple ou de Google lui-même. Et donc, en réalité, Uber s'appuie sur des infrastructures technologiques développées par d'autres, de géolocalisation, d'identité, de gestion de données, de store. Et c'est en fait ça qui lui a permis d'aller aussi vite et d'ubériser des taxis. Donc, en fait, les GAFAM, ce sont pas des plateformes simples, ce sont des plateformes qu'on pourrait appeler satellites, Uber, Airbnb, Blablacar et les autres. Donc, en réalité, ce sont des métaplateformes. Et pourquoi c'est beaucoup plus intéressant d'être une métaplateforme qu'une plateforme satellite? Parce que la métaplateforme, elle gagne à tous les coups. L'exemple le plus simple, le plus emblématique de métaplateforme, c'est l'App Store. Sur l'App Store, non seulement Apple, il est souverain, c'est lui qui décide de faire entrer une app, une plateforme satellite, en l'occurrence ou non, sur son store, et donc de lui donner une chance tout simplement de se diffuser et de trouver un marché. Donc c'est lui qui fixe les règles d'interopérabilité, de sécurité, qui juge même parfois de la pertinence des contenus pour dire oui ou non à une app. Mais c'est aussi une plateforme via laquelle Apple est très innovant, quasiment sans effort, juste en profitant de la créativité de tous les développeurs d'app tierces en externe, puisqu'Apple prend 30% de commission sur toutes les transactions financières qui s'y greffent, qui ont lieu sur les plateformes satellites de son store. Donc, il faut absolument que l'État arrive à s'inspirer de ce modèle qui permet en fait d'avoir le beurre et l'argent du beurre et d'être à la fois innovant et souverain. Il y a tout un tas d'exemples dans d'autres services publics. Vous en trouvez dans des domaines aussi variés que la lutte contre le chômage, les contrôles de la DGCCRF, etc. Et c'est vrai que dans la santé, moi, j'aurais jamais osé rêver d'un cas d'usage aussi beau et aussi pertinent pour l'application du concept de l'État métaplateforme. Parfait. Merci beaucoup, Laura. Antoine Picron, je me tourne vers vous désormais. Vous êtes l'auteur d'une étude sur l'État-plateforme estonien. Est-ce que, du coup, vous pourriez nous donner quelques éléments sur cet État qui fait figure de modèle, en fait? Oui, effectivement, comme
le disait Laura Letourneau, l'État plateforme, donc c'est un État qui met en commun différentes ressources via une interopérabilité des différents systèmes d'information et des entreprises. Et l'Estonie fait partie de ces États, de ces petits États là d'1,3 million d'habitants, qui a entamé sa transition démocratique, puisque c'était une ancienne république soviétique, donc sa transition démocratique et économique sur un modèle d'e-gouvernement qui repose, lui, sur l'État plateforme. Et pour y parvenir, elle a mis en place cette plateforme en se reposant sur 3 piliers fondamentaux. D'abord la réduction de la fracture numérique, et ensuite une e-identité, c'est-à-dire une identité numérique qui permet aux citoyens de se connecter aux différents services public comme privé via un portail unique, et ces différents services, ces différents acteurs sont eux-mêmes interconnectés sur le modèle un peu de ce que fait l'Apple Store via ce que les Estoniens appellent le X-Road, qui est un peu la colonne vertébrale de l'administration estonienne et qui est un système standardisé d'échange de données qui permet aux Estoniens d'accéder aux services publics et privés et aux entreprises privées comme publiques d'échanger des données de manière automatisée. Parfait, merci beaucoup. Donc on l'a bien compris, hein, l'État plateforme, c'est un État qui consulte, qui collabore, qui co-construit ses services pour innover toujours plus au service des citoyens. En France, on en est où exactement? Je propose qu'avec Monsieur Thomas Fatome, on fasse un état des lieux sur comment l'État français s'organise progressivement selon la logique de l'État plateforme. Qu'est-ce que ça implique du coup du point de vue des services publics et puis tout particulièrement dans le champ de la santé. Olivier, encore. Mettez votre téléphone. Monsieur Fatome, est-ce que vous m'entendez? Voilà. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, parfaitement. Merci beaucoup. Pardon, du coup, on a eu des petits problèmes de connexion. Donc, je viens tout juste de récupérer la connexion avec la plateforme. Parfait. Alors du coup, je vais peut-être vous reposer la question. Donc là, l'idée, c'était d'entrer un petit peu dans un état des lieux de la situation en France avec vous. Et j'avais donc quelques questions à vous poser. C'est tout d'abord comment l'État français, il s'organise progressivement selon la logique d'État plateforme. Qu'est-ce que ça implique du point de vue des services publics et puis bien sûr, plus particulièrement dans le champ de la santé? Écoutez, je pense que progressivement, l'État a pris conscience en effet que globalement, il avait un majeur de s'organiser en interne et d'essayer de trouver les bonnes interfaces vis-à-vis de ses clients, assurés, usagers du service public et de répondre à une attente, y compris d'ailleurs de ces usagers clients qui ont vu se développer des services dans le secteur marchand, dans le secteur privé et du coup qui avaient la même attente du côté des services de l'État. Et quelque part, j'ai le sentiment que cette pression du client assuré est aussi un sentiment de réduction de coûts, puisque c'est évident de rappeler que cette numérisation, le développement de ces logiques de plateforme sont généralement la traduction de coûts en forte réduction, au-delà même de la qualité de service qui a été rendue. Donc, évidemment, par rapport à d'autres expériences, je pense, qui ont été évoquées à l'instant, notamment du côté de l'Estonie, on est dans une configuration différente, avec un peu de retard et également d'appréhension d'une population tout de même plus grande, avec moins d'effets de rupture historique, comme ça peut être le cas avec l'Estonie. Moi, ce que je peux quand même relever, c'est qu'au travers de la structuration, à la fois au sein des différents et de façon transversale avec les directions en charge, une vraie prise de la nécessité d'avoir à la fois une feuille de route, des moyens dédiés, une stratégie partagée et d'essayer de la déployer progressivement dans le temps et de façon maîtrisée, sachant que derrière ces impératifs du service public, il y a quand même aussi l'impératif qui faut avoir, qu'on n'a pas le droit à l'erreur, si on l'affirme souvent, c'est-à-dire qu'on a de nous, généralement, c'est le cas de la maladie, mais c'est le cas du grand service public, on a tout de suite des millions d'usagers, des millions de clients. Et donc la nécessité de pouvoir éprouver des solutions dans la durée.
Peut-être on viendra tout à l'heure sur la santé. Ce que je crois, moi, important, c'est que la responsabilité de ta plateforme, c'est aussi d'être capable de construire dans le temps long à la fois des règles et aussi des projets informatiques qui sont sous-jacents à des transformations de long terme. Pourquoi je dis ça? Je prends juste un seul exemple, c'est celui de la déclaration sociale nominative, qui est peu connu du grand public, mais qui a été finalement une certaine forme de plateforme, j'ose dire, d'échange d'informations entre l'entreprise et la sphère sociale, et qui typiquement a été l'un des leviers majeurs du prélèvement à la source. Donc pour moi, l'État plateforme, c'est aussi un État qui est capable d'identifier des projets à long terme, sur 5 ou 10 ans, sont capables ensuite de produire des fruits. C'est le cas du prélèvement à la source que tout le monde connaît. C'est le cas aussi de tout ce qui va être versement des prestations en temps réel sur la base des revenus les plus récents, ce que développe la branche famille, ce que développe la branche maladie. Donc derrière cette logique d'État plateforme, il y a cette logique de construction à long terme de systèmes d'information interopérables et utiles pour l'ensemble des usagers. Très bien. Merci beaucoup. Laura Letourneau, je reviens vers vous justement pour discuter des sujets plus propres à la santé. Pourriez-vous nous faire un petit point d'étape sur les travaux en cours au sein de la délégation du numérique en santé? Et puis aussi, quels sont les cas d'usage un peu plus précis que l'on peut espérer voir se développer? Alors, dans la santé, c'est pas une surprise. L'état des lieux est un peu déprimant. C'est un secteur qui est très en retard par rapport à d'autres. On me disait hier lors d'une conférence, c'est déjà bien, tous les cabinets médicaux sont maintenant informatisés. C'est vrai que c'est bien, mais quand on y réfléchit et qu'on prend un peu de recul, on voit mal d'autres secteurs nous dire c'est déjà bien, toutes les usines sont déjà informatisées, tous les cabinets d'avocats sont déjà informatisés. Quand on sait tout ce que le numérique pourrait apporter pour faire regagner du temps médical aux soignants, pour qu'ils puissent se coordonner de façon plus fluide, pour qu'ils puissent rendre le patient acteur de sa santé au-delà de la formule un peu galvaudée, c'est vrai qu'on a envie d'être plus exigeant que ça. Donc en 2019, quand on est arrivé au ministère avec Dominique Pont, on essayait de dépasser ce constat-là, de remonter aux causes et de balayer devant notre porte, nous, pouvoir public, en fixant avec tout l'écosystème, donc pas que la délégation du numérique en santé, la CNAM, la DGOS, mais aussi tout l'externe. On a fait collectivement le tour de France des régions pendant 6 mois pour aller sur le terrain et concerter. À la fois le pourquoi on faisait tout ça, quel était le cadre de valeurs éthiques, humanistes, citoyens dans lequel on voulait s'inscrire, quel était le quoi, tout simplement qu'est-ce qu'on voulait faire, quelle était notre vision. En l'occurrence, la vision, c'est celle de l'État plateforme, qu'on traduit par une petite maison un peu kitsch qu'on reprend à toutes les sauces, et par une feuille de route avec 30 actions très concrètes qui s'étatent de 2019 à 2022, même si évidemment, c'est jamais terminé, hein, c'est un chantier qui est vertigineux. Notre responsabilité, c'est qu'il y ait un virage maintenant sur ces 3 ans-là et pas dans 5 ans, parce qu'il y a une urgence et on voit avec le Covid, et fixer, après avoir fixé le pourquoi et le quoi, fixer le comment, c'est-à-dire comment est-ce qu'on se coordonne, nous, toute la multitude d'acteurs qui gravitons autour du numérique, le public, le privé, le national, le local, pour que le mouvement brownien dans lequel on est, où on était un peu précédemment, où tout le monde met énormément d'énergie, mais collectivement, on n'arrive pas à avancer vers le même objectif, se transforme en une espèce de ruche où on a tous un rôle à jouer, chacun sur notre terrain de jeu, et on est des abeilles qui apportons notre pierre à l'édifice pour avoir un édifice, une maison commune qui nous convienne. Donc, ça a avancé à marche forcée ces derniers mois, là, cette année et demie, sur la stratégie, sur la gouvernance, mais aussi sur le fond. On a fait collectivement un bilan à fin 2019 pour montrer que c'était possible, que toutes les échéances qu'on avait annoncées début 2019 avaient été tenues grâce à l'engagement de tout le monde, pouvoir public, mais aussi l'externe. Et c'est vrai que là, le Covid arrive et on est pile au milieu du gué. On est pile entre 2019 et 2022. Donc, on ne s'en cache pas, il y a une grande frustration parce que il y a 1 milliard d'exemples, mais par exemple, le simple fait qu'on n'ait pas d'identifiant national de santé pour identifier de façon unique et fiable dans un système d'information une personne, puisque l'obligation sera effective qu'à partir de janvier 2021, ça implique tout un tas de difficultés opérationnelles sur le terrain, mais même pour nous, pouvoir public, pour suivre l'épidémie et pas compter, par exemple, dans les statistiques,
4 fois une grand-mère qui malheureusement serait atteinte en EHPAD, se ferait tester dans un laboratoire, devrait se faire hospitaliser, puis se retrouverait malheureusement décédée. Voilà, ça c'est 4 bases de données différentes. Du fait de ce défaut d'identification, on a du mal à faire un suivi épidémiologique aussi parfait que ce qu'on souhaiterait. C'est aussi basique que ça. Donc il y a une frustration, mais il y a aussi, comme souvent, des choses géniales qui se sont passées, si on veut voir le verre à moitié plein et être un peu positif. Pendant le Covid, il y a eu une explosion, Thomas pourrait en parler mieux que moi, de la téléconsultation, de la télésurveillance, et on a gagné 5 ans en termes d'acculturation, tant de la part des soignants que des citoyens. Il y a eu tout un tas d'exemples incroyables sur, par exemple, l'aide à l'orientation avec un site internet qui s'appelle maladiecoronavirus.fr qui permet, en fonction de vos symptômes, de savoir s'il faut que vous appeliez le SAMU parce que c'est très urgent ou que vous pouvez vous contenter d'un appel à votre médecin traitant, ce qui permet de désengorger les SAMU. Et où là, pour le coup, sur cet exemple concret, il y en a tout un tas d'autres. On a agi dans une véritable logique d'État plateforme puisqu'on a normalisé le questionnaire d'orientation, qui est évidemment très critique, où on n'a pas du tout envie qu'il y ait des plateformes, des sites internet, des apps qui orientent des patients vers le médecin traitant alors qu'ils auraient dû appeler le SAMU. Donc il y avait besoin de régaliens, il y avait besoin d'un contrôle de la part de l'État. On a rendu accessible ce questionnaire en API et on a référencé toutes les applications, maladiecoronavirus.fr et d'autres, à condition qu'elles utilisaient ce questionnaire et qu'elles avaient un niveau de sécurité des données personnelles suffisant. Donc on a fait en gros en 2 semaines un espèce de store accéléré de l'espace numérique de santé dont on parlera après. Donc une frustration, mais aussi plein de positifs sur lesquels il faut capitaliser pour la suite. Parfait, merci beaucoup. Justement, capitaliser sur ce que la crise a permis de débloquer. Marie Busson, peut-être quelques perspectives du côté du secteur privé ? Oui, bien sûr. Donc, dans le secteur privé, un peu de la même manière que ce que Laure disait, finalement, on voit qu'a été accompli en 6 mois dans le domaine du digital, ce qui normalement prenait 3 à 5 ans. Donc là encore, il y a eu une espèce de saut quantique en termes d'adoption de la e-santé par les patients, les praticiens et les industriels. Et ça, on va mettre un peu d'optimisme là-dedans, c'est une excellente nouvelle, parce que ça permet d'aller envisager un potentiel de création de valeur pour le système de santé qui est de l'ordre de 16 à 22 milliards en annuel à horizon 5 à 10 ans. Bon, ça vient d'un chiffrage assez détaillé qu'on a fait dans le cadre du rapport de l'Institut Montaigne. Et 16 à 22 milliards, si on met ça en rapport des dépenses de santé, c'est 5 à 8% d'amélioration de performance. Enfin, c'est quand même considérable. Hein. Et derrière ce bénéfice économique, de quoi on parle d'un gain de temps médical dont on a énormément besoin, de réduction de complications et aussi de meilleures décisions médicales. Et si on prend juste un petit exemple et qu'on s'arrête 2 minutes sur la question des complications médicales, enfin moi j'en avais pas conscience, mais le risque d'occurrence de décéder à l'hôpital des suites d'une cause qui n'est pas celle pour laquelle on a été admis est à peu près du même ordre que celui de la pratique de l'escalade sans corde de rappel. Donc bon, on espère dans un futur proche, si on accélère suffisamment vite, que grâce à l'analyse avancée de la donnée, le praticien va pouvoir prendre une meilleure décision ou faire un meilleur geste et rapprocher l'expérience qu'on a d'un séjour à l'hôpital de quelque chose qui n'est pas du sport extrême. Donc voilà, donc je pense que pour résumer, il y a un potentiel de création de valeur qui est énorme et ce sont des évolutions qui, au-delà d'être désirables, sont vraiment nécessaires pour le système de santé français. Merci beaucoup. Créer de la valeur, c'est aussi la mettre à disposition des patients. J'aimerais qu'on prenne un petit peu de temps justement pour parler des patients et des outils qui sont développés pour améliorer notamment leur parcours de soins, mais aussi améliorer la collaboration entre les professionnels de santé. Antoine Picron, je me tourne de nouveau vers vous. Pourriez-vous nous donner quelques éléments clés sur le développement d'outils numériques à destination des patients et des citoyens en Estonie, puisque c'est un pays que vous connaissez bien? Oui, effectivement, l'outil principal repose sur les caractéristiques dont on vient de parler. L'outil principal en matière de e-santé, ça va être la e-prescription, en fait, qui fait que les Estoniens vont avoir accès directement aux prescriptions numérisées, mais même plus que numérisées, à partir non pas simplement d'un numéro unique de santé, mais de leur carte d'identité électronique. Ils vont pouvoir avoir leur prescription sauvegardée dans cette carte d'identité électronique et aller chez le médecin, dans les pharmacies, etc., l'utiliser directement. Ça va même plus loin aujourd'hui puisque les Estoniens sont connectés avec la Finlande et
un médecin estonien qui stockerait une prescription d'une carte d'identité électronique numérique d'un Estonien, cet Estonien-là pourrait aller chercher ses médicaments avec sa carte d'identité électronique en Finlande, et cela de manière automatisée. Ensuite, vous avez aussi, et là encore, un échange décentralisé de données qui fait que les médecins ont accès directement au dossier médical de leurs patients via la carte d'identité électronique de leurs patients. Très bien. Marie Busson, vous souhaitiez nous donner quelques perspectives européennes sur cette question-là, et peut-être même, j'oserais vous poser la question, l'État plateforme européen, à quoi est-ce que ça pourrait ressembler? Difficile celle-là. Donc oui, j'ai parlé d'une partie des enjeux économiques précédemment, mais évidemment le but de l'État plateforme, c'est d'améliorer l'expérience patient sous deux angles. Le premier, c'est vraiment de faire une transparence totale autour du patient sur son parcours de santé au long de sa vie. Et le deuxième, c'est de rendre complètement invisibles finalement les interfaces entre les différents acteurs qui se mobilisent autour de son parcours. Et donc ça, concrètement, de quel genre d'expérience on parle. Et il n'y a pas besoin d'aller extrêmement loin. Donc Antoine parlait de l'Estonie, on peut prendre la Suède par exemple, qui est un petit peu plus grand et aussi assez mature dans ce système-là. Et donc, à quoi ça ressemble? Si on prend un parcours simple, mettons, jeune adulte qui vient de déménager, pour un premier emploi, douleur dans la poitrine depuis une semaine, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, il faut que je consulte. Un soir, il arrive, il se logue sur un portail, 1177.se, regarde un petit peu, compare les centres de soins primaires, s'inscrit, prend un rendez-vous pour le lendemain, 8 heures. Le lendemain, médecin généraliste, il a déjà accès à l'intégralité du parcours de soins. Ça va donc assez vite, c'est pertinent. Ne trouve pas la réponse, l'adresse automatiquement à un cardiologue. On refait la même chose. Cardiologue qui, lui, va poser un diagnostic, examen, traitement. Et ça, c'est directement transmis à la pharmacie. Et la personne, en l'occurrence en Suède, peut aussi se faire livrer ses médicaments à domicile. Et donc ça, c'est exactement l'expérience qu'on veut, en fait, parce que c'est très simple, c'est sans couture et c'est extrêmement efficace. Et j'ai pris cet exemple simple à dessein, parce qu'évidemment, quand on empile les couches sur des maladies chroniques, on peut imaginer, ou même sur des gens qui sont en situation de dépendance, c'était le sujet de la précédente table ronde, on voit tout de suite les bénéfices que ça peut apporter. Et mis bout à bout, on n'est pas sur des innovations qui sont extrêmement compliquées. Et je pense que c'est ça qui est aussi intéressant de se dire, c'est que finalement, si on arrive à coordonner concrètement toutes ces petites briques ensemble, on arrive à une expérience patient qui est facile, qui est plaisante, et qui aussi permet aux patients d'avoir un nouveau rapport avec sa santé. Et donc ça permet d'avoir, de mon point de vue, des horizons un petit peu nouveaux sur l'état de santé de la population. Évidemment, d'améliorer la relation du patient avec également son médecin et les autres professionnels de santé. Monsieur Thomas Fatome, je souhaiterais qu'on revienne avec vous en France, évidemment, et que vous puissiez nous décrire un peu les outils qui sont en cours de développement, donc à la fois à destination des patients, mais également des professionnels de santé. Oui, tout à fait. Nous, on a engagé finalement un mouvement à la fois vis-à-vis de nos assurés et les considérer à la fois comme assurés et comme patients. Pourquoi je dis ça? C'est parce que finalement, quand on regarde quelque chose comme le compte Amélie, c'est 36 millions d'adhérents. C'est évidemment considérable. Et quelque part, via ce compte, on a une double ambition, à la fois développer toute une série de simplifications des démarches des assurés sociaux au quotidien, que ce soit dans leur remboursement évidemment, mais dans leur commande de carte vitale, leur demande de prestations, de CMU complémentaires, aujourd'hui de C2S, et évidemment de ne pas s'arrêter là, de progressivement déployer des services en santé, d'accompagnement, de messages de prévention, et si peut-être qu'on le fait trop souvent, mais pour à nouveau prendre l'exemple de la crise de la Covid, on a eu un trafic absolument considérable sur Amélie, sur le forum Amélie, où on a vu qu'en réalité, les assurés allaient chercher sur Amélie beaucoup d'informations sur la Covid, sur des conseils de santé, de prévention. Et donc, je dirais utiliser ce vecteur d'une relation administrative, entre guillemets, avec nos assurés, pour progressivement essayer de les accompagner davantage dans leur parcours en santé,
c'est tout ce qui tourne autour également ce qu'on fait en matière d'application sur l'asthme, sur la prévention du mal de dos, sur tabac infoservice. On est en train d'essayer de construire en réalité un ensemble de services qui s'appuient sur la masse d'assurés qui sont autour d'Amélie et d'enrichir la relation qu'on a avec eux pour finalement les accompagner dans leur santé au quotidien. Au-delà de ça, mais je pense que Laura y reviendra, on a évidemment des projets très structurants autour du DMP et autour de l'espace numérique de santé. DMP, une première phase, depuis que l'assurance maladie on a repris le pilotage pour faire monter, je dirais, quantitativement le volume de DMP, puisqu'on est maintenant à peu près à 10 millions de DMP, un petit peu moins de 10 millions. Notre enjeu, ça va être, au-delà de ça, de le nourrir. Et un des enjeux de la négociation qu'on ouvre avec les professionnels de santé en ce moment même, c'est d'essayer de les inciter davantage à nourrir le DMP. C'est le volet de synthèse médicale, c'est l'examen de biologie, ce sont les examens de biologie, de radiologie, les comptes rendus d'hôpital. Donc de passer à une étape pour nourrir le DMP et pour qu'il soit plus actif qu'il ne l'est aujourd'hui en préfiguration de l'espace numérique de santé. Évidemment, il n'y a pas que les assurés, entre guillemets, vous l'évoquez, il y a les professionnels de santé qui sont évidemment nos partenaires sur tous ces sujets-là. Là aussi, on a devant nous une feuille de route que le Ségur trace en matière de numérique, avec des ambitions fortes en matière de développement de la messagerie sécurisée de santé, développement de la e-prescription, développement de la e-carte vitale, donc autant de chantiers qui... Je reprends un peu les termes de Laura, les tourneaux, parce que je pense qu'ils sont assez bons, sur lesquels on essaye de surmonter notre frustration, parce qu'on veut tous que ça aille un peu plus vite. On reviendra peut-être ensuite sur les conditions de succès, mais sur lesquels on a besoin d'embarquer les professionnels pour que ça rentre dans leur usage quotidien, ça rentre dans leur logiciel métier, ça rentre dans leur pratique quotidienne. Et c'est un de nos enjeux des semaines et des mois qui viennent. Merci beaucoup. Effectivement, pour que ça rentre dans les usages, il faut permettre une mise en place d'une réelle co-construction avec les usagers et les patients. Laura Letourneau, je reviens vers vous peut-être pour préciser un petit peu ce qu'on aura dans l'espace numérique de santé et en quoi ça va aider les patients à mieux suivre leur santé et à être plus acteurs. Ah, Laura, on ne vous entend pas. Excusez-moi, pardon. Ah, c'est bon. Je disais pour reboucler sur l'introduction sur l'État métaplateforme, l'espace numérique de santé, c'est l'exemple parfait. L'espace numérique de santé, c'est un store d'applications, donc de plateformes satellites, qui sont acceptées dans ce store si et seulement si elles respectent certaines règles de sécurité, d'interopérabilité, d'éthique fixées par les pouvoirs publics en tant que garant de l'intérêt général, et qu'elles se raccordent à la fameuse métaplateforme, aux infrastructures qu'on construit. Le dossier médical partagé, Thomas en parlait, un conteneur, un espace de stockage, un repository de de documents médicaux de synthèse auxquels on se connecte avec des API. Également un annuaire, je parlais d'identifiant national de santé tout à l'heure, il y a évidemment côté professionnel de santé le RPPS que vous connaissez. C'est aussi des mécanismes d'identification électronique, c'est technique, mais c'est ça l'État plateforme, qui prennent racine dans ces annuaires. Donc, ce n'est pas Facebook Connect comme pour Uber ou pour payer ses impôts en Angleterre précédemment. C'est France Connect, côté patient, et puis c'est Pro Santé Connect, côté professionnel de santé. Donc, le rôle de l'État dans tout ça, c'est de garantir des règles d'intérêt général, d'interop, de sécurité, d'éthique, et de développer cette métaplateforme, cette infrastructure. Mais ce n'est pas, et c'est important, de faire toutes les apps du store innovantes à valeur ajoutée métier. Ce n'est pas de faire des balances connectées, ce n'est pas de faire des applications diabète, des services de prise de rendez-vous, tous les portails patients des hôpitaux, des EHPAD, des outils de téléconsultation. Tout comme dans une ville, on prend souvent cette comparaison, les pouvoirs publics, ils font les règles, le code de l'urbanisme, le code de la route, et ils font les routes, les ponts, le réseau d'égouts, où ils supervisent leur développement, mais ils ne font pas les maisons individuelles. Ils font un HLM de temps en temps quand il y a besoin d'amorcer quelque chose, qu'il n'y a pas de business model, mais sinon, ce n'est pas leur rôle. Dans l'espace numérique de santé, nous, on fait la méta-plateforme, ses règles et les infrastructures associées, mais on ne fait pas tous les services numériques du store. Notre rôle, c'est un rôle de tiers de confiance pour que les Français, s'ils choisissent un objet connecté, un outil de téléconsultation, une application de femme enceinte qui est dans le store,
ils aient la garantie, parce que ça a été vérifié par les pouvoirs publics, qu'elles respectent le RGPD, qui ne vont pas vendre des données de santé à une assurance, qui jouent le jeu de l'ouverture avec l'interopérabilité, que si demain ils veulent passer sur une application femme enceinte concurrente, ils ne perdent pas toutes leurs données de santé, etc. Pour gagner cette confiance des citoyens, notamment autour de cet outil qui est le leur, l'espace numérique de santé, ou pour regagner, malheureusement, le Covid a quand même aussi fait des dégâts sur cette partie-là, on a co-construit, là, la CNAM, la DNS, ces premiers maquettes de l'espace numérique de santé avec les citoyens eux-mêmes, via des ateliers, via des focus group, via, à la fin d'année, des assises citoyennes du numérique en santé, qui prendront un peu le format de la Convention citoyenne pour le climat, parce qu'on estime que ce n'est pas nous seuls en chambre fonctionnaires, agents publics, de décider de sujets aussi importants que, par exemple, l'accès des aidants aux données de santé de la personne aidée. J'ai assisté, moi, à un débat, un atelier citoyen super intéressant entre une personne qui disait il faut absolument que j'ai accès aux données de ma mère parce qu'elle perd la tête et j'ai peur qu'il y ait des problèmes d'interaction médicamenteuse. Et à l'inverse, une autre personne qui disait moi, c'est hors de question, si j'ai Alzheimer un jour, que ma fille ait accès à mes données d'accouchement et donc à l'intégralité de mon DMP. Enfin, il y a des sujets comme ça de société où c'est indispensable d'en parler avec les citoyens eux-mêmes et que nous, fonctionnaires, on fasse aussi de la politique au sens noble du terme, qu'on ne laisse pas ça aux élus ou aux représentants. C'est aussi notre travail d'aller en permanence sur le terrain pour avoir un thermomètre, pour saisir les signaux faibles, pour co-construire vraiment avec les gens, les vrais gens, et puis aussi accessoirement pour se rebooster, parce que je peux vous dire que quand on fait un atelier citoyen et qu'on voit les gens pour qui on travaille et pour qui on met énormément d'énergie en vrai, ça nous donne envie de faire des choses encore mieux quand on rentre au ministère et qu'on retourne dans la bureaucratie. Merci beaucoup. Donc on le voit bien, la confiance est vraiment clé pour s'assurer aussi des usages de ces outils numériques ensuite par les citoyens. Mais il existe quand même un certain nombre de défis à relever pour parvenir à bâtir une véritable confiance autour des données de santé et du numérique en santé. Je vous propose donc qu'on puisse un petit peu discuter de ces défis de l'État plateforme. Comment est-ce qu'on peut réussir à les anticiper? Comment les relever? Je pense notamment aux enjeux autour de la pédagogie, autour de tous ces outils qui vont être mis à disposition des citoyens. Antoine Picron, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous donner une perspective européenne et donc un petit peu aussi estonienne, comme vous l'avez fait précédemment, sur le rôle de l'État au XXIe siècle, en fait, dans un contexte comme celui-ci, où le numérique arrive, où on arrive à construire des services publics en lien avec d'autres acteurs? Je pense qu'effectivement, il y a deux questions, elles ont été posées. La première, c'est comment l'État fait pour restaurer la confiance ou pour instaurer la confiance auprès des individus, auprès des citoyens. Quand on prend le cas de l'Estonie, ça a été un peu plus facile, et on l'a dit, c'est un pays de 1,3 million d'habitants. La transition numérique, elle s'est faite en même temps qu'une transition économique et une transition démocratique. Donc il y avait un enchaînement de circonstances plutôt utile. En France, si on regarde un peu, en France, il y a quand même quelques éléments à soulever, notamment la résorption de la fracture numérique. Quand vous regardez encore France Stratégie en 2018, estimé à près de 14 millions de personnes le nombre d'exclus du numérique, soit par manque d'infrastructures, soit par manque de compétences vis-à-vis du numérique. Déjà, ça c'est un premier levier, je pense, à lever. Et ensuite, dans la recherche de construction, mais là encore ça a été évoqué, de services publics numérique personnalisé, dont le but principal doit être non pas forcément une réduction du coût ou même une simplification, mais une amélioration du service public. Là, je pense que les citoyens, les citoyens français auront plutôt recours à ce type de service public. Ensuite, c'est la question effectivement du rôle de l'État et du rôle de l'État plateforme au XXIe siècle, à un moment où, et ça a été évoqué aussi, on a des plateformes qui sont en capacité de mettre en place des services qui sont presque, ou voire mieux, voire plus sont plus efficaces que des services publics type traditionnels. Je pense notamment au safety check de Facebook, je pense aux conférences qui ont pu être données par les professeurs d'université pendant les manifestations de la loi LOR, c'était par exemple via Facebook Live, aujourd'hui c'est via Zoom ou via d'autres outils. Et là, donc, il faut se poser la question de est-ce que l'État a intérêt de venir concurrencer ces services publics et ces services privés-là, et est-ce que, quand je dis est-ce que l'État a intérêt, c'est est-ce que nous avons un intérêt à ce que l'État vienne concurrencer directement ce service-là, ou est-ce que plutôt le rôle de l'État, c'est pas de venir les réguler et là, non pas de partir seulement sur
une dynamique de régulation économique, mais une dynamique de régulation économique, de régulation dans la surveillance, la protection des données, dans l'accès aux services, etc., etc. Merci beaucoup. Marie Buisson, est-ce que vous voulez rebondir sur ce qu'on vient d'entendre, tous les défis aussi d'ordre beaucoup plus technique que doivent relever aussi les entreprises lorsqu'elles collaborent avec l'État ? Oui, et puis je voudrais aussi revenir sur les différents types de rôles en fait, qu'on peut imaginer un peu pour l'État. Parce que c'est vrai qu'on est tous comment on peut aller plus loin, et on l'a entendu, Laura, toi, comment on peut aller plus vite également. Je pense qu'il y a cette notion-là. Et je pense que le rôle de l'État est définir un rôle de l'État qui à la fois garantisse tout ce que Antoine a dit en termes de confiance, de sécurité, et qui permet d'aller le plus rapidement possible dans le développement et l'adoption des briques. En respectant tous les enjeux éthiques qui sont évidemment... C'est ça, voilà, et ça c'est la clé du succès. Et la réponse, elle n'est pas évidente non plus. Et on n'est pas les seuls à se poser cette question sans avoir complètement on va dire, trouvé le choix magique. Et c'est vrai qu'on peut réfléchir à différents types de rôles pour l'État. Il y a le premier, donc, dont Laura parlait, qui est la fixation du cadre normatif. Donc là, oui, on parle d'interopérabilité, de cybersécurité, mais aussi de modèles d'évaluation des innovations. Donc là arrive évidemment l'intérêt du secteur privé. Le deuxième, qui est la mise en place d'incitatifs intelligents à cette adoption. Et donc ça peut être voilà, pour de la rétribution à l'usage par rapport à des subventions. Thomas parlait de cet enjeu-là sur l'enrichissement du DMP pour les médecins. Le troisième qui est extrêmement important, booster l'innovation. Comment on fait pour arriver à booster l'innovation, où est-ce que l'État met en fait le curseur? Est-ce qu'on regarde uniquement du financement sur certains types de projets très long terme où le ROI finalement pour des fonds de venture capital ou pour du privé n'est pas complètement là? Et puis quatrièmement, et j'aurais peut-être dû le mettre au début en fait, comment on s'assure de l'accès pour tous à une donnée qui est riche, qui est de qualité et qui est exploitable. Bon, ça c'est la vocation du Health Data Hub, mais ça c'est vraiment le point de départ de toute création de valeur finalement. Et donc là encore, il y a des notions de protection, mais aussi de fluidité de circulation de données. Et je pense que là, il y a vraiment un enjeu d'accélération extrêmement fort. Et pour illustrer mon propos, je proposais de prendre l'exemple d'Israël, qui est assez connu maintenant pour être assez avancé dans le health tech, et qui a fait des choix assez intéressants le long finalement de ces différents types de rôles. En Israël, ce sont en fait 4 payeurs principaux qui ont eux-mêmes en fait construit leur infrastructure, construit leurs briques, je vais dire de base, autour de la prise de rendez-vous, etc. Et le rôle de l'État, en fait, c'est limité, si on peut le dire comme ça, à booster l'innovation. Un de ces payeurs par le modèle de financement, parce que finalement, les payeurs sont rétribués par capitation. Donc ça nécessite que les payeurs continuent à innover pour plus d'efficacité, mais aussi pour augmenter leur part de marché. Et deuxième innovation, financement de l'innovation sur les startups. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont construit un incubateur d'État pour les toutes petites startups, souvent accolés à des centres de soins pour aller plus vite et faire des choses beaucoup plus pertinentes plus rapidement. Et enfin, ils ont permis la construction d'un marché du venture capital qui va prendre en charge la mise à l'échelle de toutes ces startups. Et donc ça, je trouvais que c'était un exemple assez intéressant de choix le long de ces différents types de rôles et surtout d'un travail très fin dans les incitatifs et le boost de l'innovation. Les incitations, justement, Monsieur Thomas Fatome, juste pour qu'on essaye d'aller plus vite, toujours plus vite dans la construction de cette État plateforme, quelles sont les incitations qu'on pourrait mettre en place pour justement aller toujours plus vite et faire en sorte que ça marche, évidemment, avec l'adhésion de tous les acteurs? Je vais repartir de ce qui a été dit tout à l'heure, peut-être en répétant, mais si on veut aller vite, il faut aussi être sûr qu'on a l'adhésion des assurés et des professionnels. Le mot confiance, il est quand même absolument majeur. On parle de la santé, on est dans un pays qui est très attentif aux données personnelles, à la sécurité des données de santé, et donc pour nous, c'est absolument primordial de pouvoir à tous les moments donner à montrer qu'on est transparent, qu'on maîtrise nos process de gestion des données. Et ça, c'est quand même une condition absolument majeure pour réussir. Vous parliez d'incitation. Moi, je pense qu'il y a un espèce de triptyque qui va au-delà de ça. C'est-à-dire qu'il faut essayer de trouver le bon dosage entre de l'incitation, de l'accompagnement et, il faut oser le dire, une forme de contrainte, voire de coercition, voire de norme. C'est pas toujours facile, mais il faut parfois mettre de l'argent pour inciter et pour amorcer. Et ça,
l'assurance maladie l'a fait quand il a fallu aider à la télétransmission. Elle le fait aujourd'hui au travers du forfait structure pour pousser à la montée en gamme des équipements des professionnels. Et elle va continuer à le faire dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Accompagner aussi au quotidien. Nous, on a la chance d'avoir une force de frappe avec nos correspondants informatiques services, nos CIS, qui sont sur le terrain, qui vont voir les professionnels. Et on va essayer de continuer à les mobiliser pour qu'ils soient des relais du DMP, demain de l'espace numérique de santé, du bouquet de services qu'évoquait Laura tout à l'heure. Ça, c'est le volet accompagnement. Et puis, il faut aussi se dire que parfois, on a besoin d'un peu de coercition, non pas pour le plaisir de mettre de la contrainte, mais parfois pour essayer d'accélérer. Il faut soit fixer une norme, soit, je dirais, opposer une réglementation. Il faut parfois oser le faire si on veut vraiment essayer d'avoir des ruptures. Et puis, dans les conditions de succès aussi, ça paraît techno, mais je vais le dire quand même, je pense qu'il faut aussi, à un moment donné, et ça c'est, quand on parle de l'État plateforme, on parle de son organisation, une gouvernance claire. L'assurance maladie est un opérateur, elle a besoin que l'État fixe une feuille de route. Je crois qu'on l'a au travers du Ségur, la feuille de route numérique en santé et que pilote la DNS. Et moi, ça me va très bien d'avoir une gouvernance dans laquelle je sais quelles sont les priorités, je sais quel est notre rôle ensuite de les déployer avec les professionnels de santé et les assurés. Donc, de la confiance, une gouvernance claire, un bon dosage entre inciter, accompagner et contraindre. Et je crois qu'avec ça, on peut essayer d'aller plus vite. Peut-être qu'aujourd'hui, sans brûler les étapes, mais en tous les cas, en étant au rendez-vous de l'agenda qu'on s'est fixé, qui est déjà très chargé, en tout cas, quand on regarde les 18 mois qui viennent. Très bien. Je me permets de vous poser la question qui fâche, puisqu'on vient de la recevoir. Vous évoquez donc l'enjeu de la confiance. Beaucoup d'acteurs pensent que justement cette notion, elle est en contradiction avec le choix d'avoir pris un opérateur américain pour héberger le Health Data Hub. Pourriez-vous nous donner votre vision sur cette question qui fait un petit peu polémique ces derniers temps? Écoutez, je ne vais pas m'échapper sur cette question, mais deux choses. Un, c'est une décision qui a été prise par les pilotes du Health Data Hub et donc ils ne sont pas autour de la table, donc ils répondront mieux que moi. Ils ont eu l'occasion de dire à maintes reprises, je crois, les raisons qui ont motivé cette décision et pourquoi ils considéraient que ça ne mettait en cause ni cette confiance ni la souveraineté. Et moi, j'ai envie de vous dire, même si, encore une fois, c'est des sujets importants, ne perdons pas de vue l'énorme enjeu du Health Data Hub, l'énorme enjeu de pouvoir aller là aussi plus vite et plus loin dans le partage des données. L'assurance maladie a un gisement de données considérable et elle a opéré sa mue de ce point de vue-là en disant banco, on y va, on se met dans le Health Data Hub et on va être moteur en mettant le SNDS et en prévoyant de nous appareiller. Donc on aime bien ces débats-là en France, mais est-ce qu'on veut un Health Data Hub performant dans les prochaines années, ou est-ce qu'on veut laisser les autres pays aller plus vite parce qu'ils ne nous attendent pas? C'est ça qui est l'enjeu de ce hub. Est-ce que les hôpitaux, est-ce que les partenaires, l'assurance complémentaire, est-ce que l'assurance maladie, justement, eh bien, on est tous suffisamment agiles pour se dire on va faire que le Health Data Hub va être un succès. Et moi, je crois que ça va être un succès. Donc, pour moi, c'est ça la question la plus importante. Encore une fois, ils ont eu l'occasion de répondre à plusieurs reprises. Il y a eu des recours juridiques qui ont été gagnés par l'opérateur. Donc, je pense qu'il faut avancer et se projeter sur les vrais enjeux. Et les vrais enjeux, c'est de réussir sur les data hubs. Tout à fait. Alors, projetons-nous avec Laura, peut-être pour terminer ce débat. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu du plan de relance qui met vraiment la focale sur la e-santé et le numérique? Il y a eu quand même des avancées assez historiques ces derniers temps. Pourriez-vous nous en parler un petit peu? Oui, pardon. Ça va faire écho à la question précédente certainement aussi, mais c'est vrai que c'est un peu tabou historiquement au ministère de la Santé de parler du privé et de parler des industriels. L'État plateforme, c'est le beurre et l'argent du beurre, c'est faire du partenariat avec le privé sans vendre son âme au diable, sans être naïf, en gardant la souveraineté et en fixant le cadre, mais en trouvant des partenariats malins pour servir l'intérêt général au-delà des intérêts économiques de chacun qui existent et c'est normal. Donc le succès de l'État plateforme et donc de notre but à nous, ministère de la Santé, qui est mieux prévenir, mieux soigner, et
ou malheureusement pour nous presque, j'ai envie de dire, parce qu'on a déjà suffisamment de travail comme ça, intimement liés à l'émergence, à l'existence d'industriels souverains aux reins solides, pour non seulement faire la plateforme en marque blanche derrière l'État en tant que prestataire, on n'internalise pas tout évidemment, le DMP, l'ENS, les annuaires, les API, etc., mais aussi pour développer toutes les plateformes satellites innovantes qui vont venir nourrir les stores et puis qui vont être ceux qui intéressent in fine les citoyens et les soignants. Nous, ces plateformes satellites innovantes, on ne sait pas les faire et surtout, ce n'est pas notre rôle. Mais pour remplir notre rôle de mieux soigner, mieux prévenir, on doit contribuer à la création de filières de la e-santé en France souveraine et innovante et qui a un gros potentiel, comme le rappelait Marie. Donc, on met beaucoup d'énergie aussi au ministère de la Santé pour casser les silos et travailler en interministériel avec tous les acteurs du développement économique, avec Bercy, avec la DGE, avec la BPI, avec la Caisse des dépôts, avec les conseils régionaux, avec l'Union européenne, avec les pôles de compétitivité, avec tous les acteurs du développement économique pour faire en sorte que cette filière émerge, sinon on n'arrivera pas à nos fins nous-mêmes. Donc il y a eu des annonces historiques, on entend beaucoup le mot en ce moment, mais quand même historique, 2 milliards d'euros pour la filière de la e-santé, c'est très important. Il y aura des annonces prochainement également avec un autre axe davantage développement économique. Il y a un projet très concret qui est très attendu de la part des innovateurs, des industriels, les grands, mais aussi beaucoup les petits, les start-upers, les entrepreneurs, qui s'appelle Genius, le guichet national de l'innovation et des usages en e-santé, qui sortira début octobre, qui était la demande numéro 1 en fait, des start-upers devant des demandes de subventions ou d'investissement, qui était on a besoin d'y voir clair dans tout ce secteur régulé et toutes les règles qui émergent du ministère de la Santé, de l'ANS, de l'ANSSI, de la CNIL, de la HAS, de la NSM, etc. On veut voir non seulement qu'est-ce qu'on doit respecter, où sont les ressources documentaires, quels experts on doit contacter si on a une question, c'est aussi basique que ça, et également on aimerait y voir clair dans la demande, dans les financements qui sont disponibles pour savoir à quelle porte taper, à quel guichet taper. Donc là, il y a eu un travail de co-construction pendant 6 mois, une V-Beta qui a été sortie en express pendant le Covid parce qu'il y avait un besoin très prégnant, et là il y a la vraie version de la V1 qui va sortir début octobre. Je pense qu'on va y arriver. Là, une des grandes un peu nouveautés. Là, je ne sais pas si vous avez vu, il y a 2 semaines, il y a 235 industriels de la e-santé qui ont signé une charte d'engagement engagé pour la e-santé, avec le petit logo de la maison, qui donc ont manifesté leur souhait de s'inclure dans cette vision, de respecter les règles, de s'inscrire dans les stores de l'espace numérique de santé et du bouquet de services. Donc, il y a un énorme élan, la quasi-totalité du marché. Et puis, on a montré aussi pendant la crise, peut-être pour finir sur une note d'espoir et d'optimisme, il y a tout un tas de projets qui ont été portés, comme le disait Marie, par le privé et par le public en des temps records pendant la crise. Contact Covid du côté de l'assurance maladie, c'est un exemple. Je parlais du guichet innovation. Un autre projet qui est pour le coup vraiment aussi un partenariat public-privé réussi, c'est le projet SIDEP, le système d'information de dépistage, où on a dû, en 3 semaines à peine, faire un système d'information exhaustif qui connectait les 5000 laboratoires de France qui font des tests RT-PCR, temps réel et automatique. Autant vous dire que ces 3 adjectifs, c'est des adjectifs qui font frémir tout informaticien, pour être en mesure de déclencher les enquêtes sanitaires réalisées par l'assurance maladie, pour qu'ils puissent au plus vite rompre les chaînes de contamination, et pour faire un suivi épidémiologique bien plus fiable que ce qu'on pouvait faire précédemment. Donc c'était un énorme enjeu. Ça faisait 8 ans qu'on essayait de le faire sur d'autres maladies infectieuses, qu'on n'y arrivait pas parce qu'on n'avait pas activé les bons leviers. Là, tous les leviers ont été activés. Le levier politique, il y a eu un énorme soutien du ministre. Le levier gouvernance projet, Thomas en parlait, c'est extrêmement important, mais on a vraiment co-construit avec tout le ministère, la CNAM, Santé publique France, la PHP qui est la maîtrise d'œuvre, les 4 industriels partenaires, les syndicats de laboratoires qui ont été exceptionnels, les syndicats d'éditeurs de laboratoires, où on était vraiment dans une équipe projet commando mixte, comme on devrait toujours réaliser, et tout le monde était aligné vers le même objectif. Le levier législatif, puisqu'elle a été inscrite dans la loi d'état d'urgence sanitaire que l'alimentation de SIDEP par les laboratoires était obligatoire. Donc Thomas parlait aussi de coercition, c'est nécessaire, et les acteurs de terrain, les industriels comme les professionnels de santé le disent eux-mêmes. Et le volet financier, on va pouvoir maintenant activer en temps hors crise grâce au Ségur, à la fois sur le volet carotte,
puisque les laboratoires se sont vus attribuer un bonus pour alimenter SIDEP et leurs industriels se sont vus attribuer une aide pour se connecter à SIDEP, parce que c'était objectivement du travail de développement. Et sur le volet bâton, puisqu'il a été inscrit dans l'arrêté de remboursement des tests, que les laboratoires ne toucheraient, c'est pas juste qu'ils ne toucheraient pas un bonus, c'est qu'ils ne toucheraient pas du tout le remboursement de tests s'ils n'alimentaient pas SIDEP, donc avec un incitatif là aussi extrêmement fort. L'activation de tous ces leviers, la gouvernance a permis de faire en sorte qu'aujourd'hui, SIDEP, c'est tous les laboratoires qui sont connectés et c'est un outil essentiel de la gestion de crise. Ce qu'on va faire avec le Ségur, avec l'assurance maladie, avec le ministère, avec les acteurs en externe aussi, c'est activer ces leviers sur tout un tas de cas d'usage très concrets, de partage de données de biologie, d'imagerie, de compte rendu d'hospitalisation, de volet de synthèse médicale qui est la brique, la base de la coordination, pour que ces données-là soient partagées et que d'ici à 2 ans, on n'ait pas tout résolu, ce ne sera jamais tout résolu, mais qu'au moins sur ces cas d'usage qui sont 80% des besoins in fine en termes de coordination et de patients acteurs de sa santé, on ait réussi à faire un gap significatif. Merci beaucoup. Et j'aimerais qu'on parle un petit peu plus des enjeux liés à la fracture numérique. Une fois qu'on a réalisé finalement les investissements nécessaires dans tout ce qui relève de l'infrastructure, comment est-ce qu'on s'assure derrière que les citoyens et les patients puissent avoir accès à tous ces services-là dans une logique finalement de tout numérique? Est-ce que Laura, vous souhaitez répondre ou... Le sujet de la fracture numérique, il est essentiel, évidemment, et il ne faut surtout pas se dire on développe des outils et puis on verra après pour la fracture numérique, parce que sinon, ça ne fonctionne jamais. Il y a 2 pans de la fracture numérique. Il y a un pan infrastructure, qui est indispensable. Moi, je travaillais à l'ARCEP précédemment, je ne régulais pas les industriels de la santé, je régulais les opérateurs télécoms, qui ne sont pas faciles à réguler non plus. Et donc, on militait... évidemment pour qu'il y ait de la couverture sur tout le territoire et pour réduire des zones blanches. Ça, pour le coup, c'est vraiment éloigné de nos bases maintenant, mais évidemment, c'est indispensable. Et puis, il y a le sujet de la formation et de l'acculturation. Là aussi, il y a tout un tas de partenariats à réaliser avec des acteurs qui ont un réseau territorial extrêmement puissant, l'assurance maladie, Thomas en parlait, mais aussi tout un tas d'autres acteurs auxquels on peut penser, pour faire en sorte d'aller accompagner les personnes qui sont les plus éloignées du numérique, ou bien parce que socialement, elles y sont éloignées, ou bien parce qu'elles sont âgées, même si quand on regarde les statistiques, on se rend compte que la fracture sociale est plus importante que la fracture générationnelle sur les sujets numériques, ou bien parce qu'elles sont handicapées et qu'elles ont besoin d'outils développés d'une façon spécifique, qu'elles ont besoin d'un aidant. Et donc, tous ces chantiers-là, on les traite aussi, là aussi en interministériel, en partenariat notamment avec l'Agence des territoires, avec le secrétariat d'État au numérique, pour faire en sorte, notamment en vue de l'arrivée de l'espace numérique de santé, d'adresser ce sujet-là aussi, parce qu'il faut absolument que l'espace numérique de santé il soit accessible à tous les Français, et pas qu'au digital native ou aux bobos parisiens du 11e arrondissement. Merci beaucoup. Monsieur Fatome, est-ce que par le biais de vos relais régionaux, il y a aussi des actions qui sont menées pour formation, pour l'aller vers, à la fois autour des outils numériques et puis plus généralement pour que les patients, que le système de soins soit plus à l'écoute des patients? Oui, tout à fait. On est partie prenante de toutes les démarches avec les autres organismes de sécurité sociale, notamment dans nos accueils, d'accompagner nos assurés sociaux qui peuvent avoir des difficultés dans l'usage numérique, d'aider dans justement la création d'habitudes, différents téléservices qu'on met en place. Donc ça fait attention. L'État a aussi beaucoup investi ces dernières années des passes numériques, donc des formations courtes, de 7 heures, mais qui permettent de réduire cette fracture, de mieux accompagner l'ensemble des usagers dans cette marche. Donc je crois que c'est une priorité assez bien identifiée. Et je ne peux pas m'empêcher de dire que là-dessus, il faut aussi qu'on se dise que aujourd'hui, par exemple, les retraités ou les futurs retraités, ils demandent une seule chose. Quand vous les interrogez sur la liquidation de leur retraite, ils disent faites le plus possible en ligne, faites des chats. Moi, c'est comme ça que je veux que ça marche. Donc, parfois, ce sujet de la fracture numérique, il est majeur. Laura l'a rappelé, il faut concevoir notre relation en l'intégrant.
mais n'en faisons pas non plus une espèce de frein qu'on se crée à nous-mêmes. En réalité, nos assurés, et il faut les accompagner, mais ils attendent ça, ils attendent des produits numériques. Et je crois que le défi est au moins autant d'accompagner ceux qui, en effet, ont le plus de mal, et c'est majeur, mais aussi d'être au rendez-vous des attentes de l'immense majorité de nos concitoyens, qui, quelles que soient les générations, et j'insiste là-dessus, quelles que soient les générations, sont en attente je crois, de numérique et de services qui leur simplifient la vie au quotidien. Il y a peut-être aussi une autre attente des citoyens qui est plutôt autour de la pédagogie. Marie Busson, est-ce que vous auriez des pistes autour de la manière dont on pourrait mieux communiquer sur les cas d'usage, l'intérêt du développement du numérique en santé ou de l'accès et de la libéralisation de l'accès aux données de santé ? Ce qui fonctionne le mieux, et pas forcément un exemple de santé, c'est toute cette histoire de co-construction dont Laura a parlé. On en parlait pour la fracture numérique. Bon, ben voilà, et comment on peut s'assurer finalement d'aller co-construire, développer dans une approche, par exemple, que nous on va appeler Customer Experience Design. Donc comment on peut centrer le développement des services qu'on fait sur les gens dès le début. Ça permet d'améliorer l'adoption de façon très nette et les conditions de succès. Par définition, ça fait des produits où, en termes de pédagogie, ça va être plus simple. Ça, c'est sûr. En termes de communication, c'est pareil, c'est comment on la centre sur le patient. Tout cet état plateforme, c'est censé être centré autour du patient. Donc, comment on arrive à faire ça, communication centrée patient, large et en amont, pour éviter certains écueils qu'on a pu voir, par exemple, pendant l'époque du Covid, où évidemment, il y avait plusieurs voix, plusieurs messages, beaucoup de canaux, et où ce n'était pas forcément extrêmement lisible pour le commun des mortels de savoir quoi faire, finalement. Parfait, merci beaucoup. Antoine Picron, peut-être pour terminer, ce serait intéressant d'avoir à nouveau une perspective un peu européenne et sur l'étude que vous avez menée en Estonie. Finalement, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites dans ce pays-là pour que très rapidement, la population, elle s'approprie les outils et elle adhère en fait à cet état plateforme estonien. Oui, ben effectivement, vous avez eu des programmes non seulement concernant les infrastructures, de développement des infrastructures de fourniture de matériaux numériques, d'ordinateurs, etc., de cours d'informatique dès les écoles primaires, qui fait que la plupart des Estoniens, mais ça vaut pour la plupart des habitants des pays scandinaves, sont aujourd'hui ce qu'on appelle des digital natives. Et en mettant en exergue et en reprenant la formule du simple, efficace et sans couture, le service public, et ça vaut aussi en matière de santé, le service public numérique, est façonné de manière simple, efficace et sans couture, ce qui fait que même les personnes les plus en difficulté ont tout intérêt à l'utiliser. Ce n'est pas un casse-tête ou une appréhension avant même d'utiliser le service. Parfait. Et alors j'ai une question justement autour de l'Estonie. Est-ce que les médecins ont accès à l'ensemble des données des patients par le biais du dossier médical? L'Estonie respecte le RGPD évidemment, elle fait partie de l'Union européenne et a mis en place des systèmes de privacy by design. Le fait est de l'accès des données aux médecins, il est autorisé par les patients, sauf dans des cas d'extrême urgence où le médecin va pouvoir accéder à tout le dossier médical et là dans l'intérêt du patient. Voilà. Merci beaucoup. Marie Busson, peut-être pour revenir aux relations entre l'État et les entreprises, qu'est-ce que finalement ça a permis de débloquer dans la relation entre l'État et les entreprises, cet avancement de l'État plateforme? C'est du win-win finalement. Hein. C'est-à-dire que c'est un but commun vers lequel on va. Toutes les entreprises de santé ont quand même à l'origine une vocation qui est celle d'aller améliorer l'état de santé. C'est évidemment celle de l'État. Et donc je pense que la mise en commun autour d'une donnée permet aussi de montrer l'apport de chacun dans cette construction. Apport économique, mais évidemment apport sanitaire. Donc je pense que ça va faciliter aussi beaucoup les échanges. Et ça permet aussi culturellement de commencer à se frotter un petit peu plus. Parce que c'est vrai qu'en France, c'est pas trop dans l'ADN, tout ce qui est coopération publique-privée, mais celles qui ont commencé à voir le jour sont quand même assez prometteuses pour la suite. Très bien, et donc c'est prometteur pour aussi la structuration de la filière santé, sa visibilité à l'international. Oui, exactement. J'étais à une conférence la semaine dernière aux États-Unis sur la santé qui disait, bah voilà, si on veut avoir une note d'espoir là-dessus, de dire finalement après chaque crise, il y a une transformation très très forte. Là, on a une crise du Covid et
nous sommes des acteurs de santé publique. Donc normalement, il devrait y avoir une synchronisation des volontés entre tous les acteurs, donc publics, privés, pour faire avancer les choses. Donc après, c'est à nous d'être suffisamment tenaces pour tenir le cap. Parfait. Merci beaucoup. Merci à tous pour ces différentes notes positives. Il y a un important travail qui reste à faire autour de la pédagogie pour que l'ensemble des parties prenantes se saisissent de ces nouveaux outils, les co-construisent pour évidemment améliorer l'action publique. Merci encore à tous d'avoir suivi ce débat et on se retrouve donc à 17h30 pour une autre table ronde dont la thématique sera quelle finalité pour les entreprises publiques et privées. Ce sera l'occasion de poursuivre les échanges que nous venons d'avoir. Merci beaucoup.